Pouvez-vous imaginer revenir de vacances et découvrir que votre propre fille a vendu votre maison dans votre dos? Je suis Adèle Leroy, j'ai 67 ans, et je n'ai jamais pensé que je vivrais une trahison si profonde dans ma propre famille. C'est une histoire qui me fait encore me réveiller au milieu de la nuit, le cœur battant, me souvenant de chaque détail de ces jours qui ont changé ma vie pour toujours. C'était un matin froid de novembre à Toulouse quand tout a commencé. Le ciel était gris, typique de l'automne français, et les feuilles jaunies dansaient dans le vent glacé de la rue de Metz, où j'habitais depuis 35 ans. Ma maison était ma passion, une construction du 19e siècle avec de hautes fenêtres, un petit jardin à l'arrière où je cultivais des roses rouges que mon défunt mari Jean avait plantées il y a des décennies, et un grenier plein de souvenirs de toute une vie. Tous les matins, je me réveillais à 6h30 et préparais du café au lait en écoutant les informations locales. La routine était sacrée, arroser les plantes, nourrir les moineaux qui visitaient ma fenêtre, et ensuite attendre que Céleste arrive de l'école à 4h de l'après-midi. Elle venait toujours en courant sur le trottoir pavé, son cartable rose sautant sur son dos, criant « Grand-mère » avec cette joie pure que seuls les enfants possèdent. Ma fille Séraphine m'avait appelé la semaine précédente avec une proposition qui semblait être un cadeau du ciel. C'était un mardi, je m'en souviens parfaitement parce que je préparais un pot-au-feu, la recette de ma mère, quand le téléphone a sonné. « Maman, que dirais-tu si toi et la petite Céleste alliez sur la Côte d'Azur pendant 2 semaines? Lisandé et moi payons tout. Vous méritez des vacances spéciales, dit-elle avec cette voix douce que je connaissais depuis qu'elle était une petite fille aux tresses blondes courant dans les couloirs de notre ancienne maison. J'ai été surprise. Séraphine et Lisandé n'avaient jamais été aussi généreux. Ils vivaient toujours en courant, parlant toujours d'affaires, d'investissements, d'opportunités. Lisandé, mon gendre, était un homme de 40 ans aux cheveux noirs toujours peignés vers l'arrière et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il parlait vite, gesticulait beaucoup, et semblait toujours calculer quelque chose dans sa tête. « Mais pourquoi maintenant, ma chérie ?» ai-je demandé, remuant le bouillon doré dans la casserole. « Vous deux avez besoin de temps ensemble. Céleste parle tant de voir la mer. Et toi, maman, tu as travaillé toute ta vie. Tu mérites de te reposer. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence subtile que je n'ai pas pu identifier à l'époque. Mais l'enthousiasme de Céleste a été contagieux quand j'ai annoncé la nouvelle. Céleste, ma petite fille de seulement 8 ans, était la lumière de ma vie depuis sa naissance. Une petite fille douce, aux cheveux bouclés couleur miel qui brillaient dorés quand le soleil les touchait, et des yeux bleus comme le ciel de Provence en été. Elle avait hérité de la beauté de sa mère, mais avait une âme genuine qui me rappelait mon Jean, pure, curieuse, pleine de vie. Ses parents, Séraphine et Lisandé, semblaient toujours trop occupés par leurs affaires pour lui donner l'attention qu'elle méritait. Séraphine travaillait comme consultante financière dans une entreprise du centre de Toulouse, et Lisandé avait une société d'importation de vin qui, selon lui, était toujours sur le point de décoller. C'est pourquoi Céleste passait la plupart de son temps avec moi, dans ma maison confortable du centre historique de Toulouse. « Grand-mère, on va vraiment voir la mer ?» demanda Céleste, ses petits yeux brillants d'excitation pendant que je faisais les valises le jeudi suivant. « Oui, ma chérie. Nous allons faire des châteaux de sable, ramasser des coquillages, et peut-être même voir des dauphins sauter dans les vagues, répondis-je, la serrant tendrement contre ma poitrine. Elle rit avec ce rire cristallin qui réchauffait toujours mon cœur. « Et on va manger des glaces tous les jours ? » « Tous les jours que tu voudras, ma petite princesse. » J'ai fait 2 valises, une avec des vêtements légers pour les jours de soleil, une autre avec des pulls pour les nuits plus fraîches au bord de mer. J'ai aussi mis la poupée préférée de Céleste, Marguerite, une poupée de porcelaine qui avait été la mienne quand j'étais enfant. Séraphine insistait pour que nous n'emportions pas beaucoup de choses. « Achetez de nouveaux vêtements là-bas, maman. Faites un spa, détendez-vous à l'hôtel. J'ai déjà réservé une chambre avec vue sur la mer au Negresco. » J'ai été impressionné. Le Negresco était l'un des hôtels les plus chers de Nice. Comment pouvait-il se permettre cela? Séraphine, ma chérie, cela doit coûter une fortune. Ne t'inquiète pas pour l'argent, maman.
Lisandé a conclu une grosse affaire. Nous voulons partager notre bonheur avec vous. Pendant notre séjour à Nice, quelque chose me dérangeait constamment. C'était comme un caillou dans la chaussure, un inconfort que je n'arrivais pas à ignorer. Séraphine appelait tous les jours, parfois 2 fois, toujours aux mêmes heures, à 9 heures du matin et à 6 heures du soir. Vous vous amusez? Vous ne pensez pas à rentrer tôt, n'est-ce pas? Profitez de chaque moment. Restez jusqu'au dernier jour, je promets que ça en vaut la peine, disait-elle, et il y avait une urgence dans sa voix que je n'arrivais pas à déchiffrer. Bien sûr que nous nous amusons, ma fille. Céleste est radieuse. Hier elle a construit un château de sable si grand qu'il a attiré une foule d'enfants, répondais-je, observant ma petite fille jouer sur la plage. Tant mieux, maman. Tant mieux. Écoute, ne répondez pas au téléphone fixe de la maison, d'accord? Nous vous préparons une surprise et nous ne voulons pas la gâcher. Cela m'a semblé étrange, mais j'étais tellement prise par la joie de Céleste que je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Les jours à Nice ont été magiques. Céleste a découvert le plaisir de sentir le sable entre ses orteils, de courir devant les vagues qui arrivaient mousseuses sur la plage, de manger des gelatis italiens sur la promenade. Tous les matins, nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, observant les premiers baigneurs arriver à la plage. Tous les après-midi, nous faisions de longues promenades sur la promenade des Anglais, nous arrêtant pour admirer les artistes de rue et acheter de petits souvenirs. Grand-mère, regarde combien de coquillages j'ai trouvés, disait Céleste, montrant un petit seau plein de trésors de la mer. Ils sont magnifiques, ma chérie. Nous allons tous les emporter à la maison et faire un collier, qu'est-ce que tu en dis? On va en faire un pour maman aussi? Bien sûr que oui, répondais-je, sans savoir que Séraphine avait choisi de ne pas mériter un tel geste d'affection. Le dernier jour du voyage, un jeudi ensoleillé, Céleste et moi nous promenions sur la promenade des Anglais quand mon téléphone a sonné. Il était midi, une heure inhabituelle pour les appels. J'ai vu le nom sur l'écran, Madame Dubois, ma voisine depuis 15 ans. Allô, Madame Dubois? Adèle, ma chère, tu dois savoir. Il y a des camions de déménagement chez toi depuis 3 jours. J'ai vu Séraphine superviser tout, des hommes porter tes meubles, tes affaires. Je pensais que tu étais au courant, mais quelque chose ne me semble pas correct. Mon sang s'est glacé instantanément. Le monde autour de moi a semblé s'arrêter, les gens qui marchaient, le bruit des vagues, le rire des enfants sur la plage. Tout est devenu un murmure lointain pendant que les mots de Madame Dubois résonnaient dans ma tête. Comment ça, des camions de déménagement, ai-je réussi à demander, ma voix sortant comme un murmure étranglé. Adèle, ma chère, tu n'as pas demandé qu'ils vident ta maison? Séraphine a dit que tu déménageais dans une maison de retraite de luxe, que c'était ta décision. Mes jambes ont tremblé violemment et j'ai failli tomber là même sur la promenade. Ma vision est devenue floue, et j'ai senti comme si l'air avait été aspiré de mes poumons. Céleste m'a regardé avec inquiétude, lâchant immédiatement les coquillages qu'elle ramassait. Grand-mère, ça va? Tu es devenue toute blanche. Tes lèvres sont violettes. Tout va bien, ma petite, ai-je menti, essayant de garder ma contenance pendant que mon monde entier s'effondrait autour de moi. Ma voix tremblait tellement que j'arrivais à peine à former les mots. Madame Dubois, pouvez-vous m'expliquer exactement ce que vous avez vu? Eh bien, lundi sont arrivés 2 gros camions. Séraphine était là avec Lisandé et 2 autres hommes que je ne connaissais pas. Ils ont chargé tout, tes meubles anciens, tes plantes du jardin, même ce coffre du grenier qui appartenait à ton Jean. Elle m'a dit que tu avais décidé de commencer une nouvelle vie, que l'argent de la vente de la maison paierait un appartement dans une résidence pour personnes âgées. Chaque mot était comme un coup de poignard. Mes meubles anciens, la table en chêne où Jean et moi avions pris des milliers de repas, le fauteuil où j'avais l'habitude de lire à Céleste, l'armoire de ma grand-mère, les photographies de famille. Et elle a dit quand je reviendrais? Elle a dit que tu ne reviendrais pas, Adèle. Que tout était arrangé, que c'était un nouveau départ pour toi. J'ai raccroché le téléphone avec des mains tremblantes.
Céleste a pris ma main, ses petits yeux bleus pleins d'inquiétude. Grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Je n'arrivais pas à expliquer à une enfant de 8 ans que sa mère nous avait trahis de la façon la plus cruelle possible. Comment dire à une petite fille innocente qu'elle avait été abandonnée par ses propres parents? On rentre à la maison, ma chérie, ai-je réussi à murmurer. Mais vous avez dit qu'on restait jusqu'à demain. Changement de plan, ma chérie. On rentre à la maison maintenant. Nous sommes rentrés à Toulouse dans le premier train disponible. Pendant tout le voyage de 4 heures, mon cœur battait de façon désordonnée comme un tambour fou. J'ai essayé d'appeler Séraphine plus de 20 fois. Tous les numéros donnaient comme inexistants ou hors zone. Lisandé aussi, rien. C'était comme s'ils avaient simplement évaporé. Céleste dormait sur mes genoux, complètement inconsciente du drame qui était sur le point d'exploser dans nos vies. J'observais son petit visage serein, ses joues rosies par le soleil de Nice, et je me demandais comment j'allais la protéger de ce qui allait arriver. Pendant le voyage, je suis passé par tous les stades du choc, d'abord le déni, ce doit être un malentendu, puis la colère, comment ont-ils pu me faire ça, puis le désespoir, où allons-nous habiter, et finalement, une détermination froide s'est installée dans ma poitrine. Quand nous sommes arrivés rue de Metz à 7 heures du soir, la réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ma maison, mon foyer de 3 décennies, était complètement vide. Les fenêtres qui avaient autrefois des rideaux fleuris brodés par ma mère montraient maintenant un vide hanté et froid. Une pancarte « Vendue » était collée sur la porte d'entrée, et il y avait encore des bandes adhésives sur le sol où mes meubles étaient restés pendant des années. Où sont nos affaires, grand-mère? Où est mon lit? Et Marguerite? Demanda Céleste, confuse, s'agrippant à ma jupe avec une force croissante. Je n'arrivais pas à répondre. Les mots ne sortaient tout simplement pas de ma gorge. Mes jambes ont faibli comme si elles étaient en gélatine, et je me suis assise sur le trottoir froid, les pierres du pavé me faisant mal à travers ma jupe. J'ai essayé les clés dans la serrure, mais elles ne fonctionnaient plus. J'ai regardé par les fenêtres et je n'ai vu que des espaces vides où toute une vie de souvenirs avait l'habitude de résider. L'odeur familière de ma maison, lavande, cire d'abeille, et le parfum subtil des roses du jardin, avaient disparu, remplacés par l'odeur froide et impersonnelle d'un lieu abandonné. Madame Dubois est apparue à la fenêtre de l'appartement voisin et est descendue immédiatement pour me consoler. Adèle, ma pauvre. Quelle histoire terrible. Séraphine a dit que tu savais tout, que tu avais accepté la vente parce que tu allais habiter dans une maison de retraite de luxe. Elle a emporté tous les meubles, elle a dit que c'était des souvenirs de famille que tu voulais préserver. Elle a menti, ai-je réussi à murmurer entre les larmes qui ont commencé à couler de façon incontrôlable sur mon visage. Elle a menti effrontément à nous tous, à toi, à moi, à sa propre fille. Mon Dieu! Alors vous ne saviez rien? J'ai secoué la tête, incapable de parler. Céleste s'est agenouillée à côté de moi sur le trottoir froid. Grand-mère, je ne comprends pas. Où allons-nous dormir ce soir? Quand maman et papa vont revenir? Cette nuit-là, Céleste et moi avons dormi dans le petit appartement de Madame Dubois. Elle nous a prêté des couvertures supplémentaires et a préparé un dîner simple de soupe et de pain. Ma petite fille, sans comprendre complètement la gravité de la situation, essayait de me consoler comme elle pouvait. Ne pleure pas, grand-mère. Maman et papa vont tout expliquer quand ils reviendront. Peut-être qu'ils ont acheté une maison plus grande pour nous tous, avec un jardin où je peux avoir un chien, dit-elle, séchant mes larmes avec ses petites mains chaudes. Mais je connaissais la vérité terrible que je n'arrivais pas encore à verbaliser, ils ne reviendraient pas. Ils nous avaient abandonnés comme si nous étions des déchets, comme si des décennies d'amour et de dévouement ne signifiaient absolument rien. Cette nuit-là, allongée sur le canapé prêté de Madame Dubois, avec Céleste dormant à côté de moi agrippée à la seule poupée qui restait de notre vie antérieure, j'ai regardé le plafond et j'ai fait une promesse silencieuse, je protégerai ma petite fille de n'importe quoi, quel qu'en soit le coût. Elle ne passerait plus jamais par l'abandon tant que j'aurais de la vie. Ce que je ne savais pas, c'est que le destin avait préparé un retournement qui changerait tout pour toujours.
Si vous pensez que c'est juste une autre histoire de trahison familiale, attendez de découvrir ce qui s'est passé quand nous avons trouvé la lettre qui a tout changé pour toujours. Ce que ma petite fille a hérité était bien plus que de l'argent, c'était la clé d'une vengeance que ma propre fille n'aurait jamais pu imaginer. Continuez à regarder, car ce qui va suivre va vous surprendre d'une façon que vous n'avez jamais attendue. 3 jours se sont écoulés à vivre de la charité de Madame Dubois, et chaque matin je me réveillais en sentant le poids de l'humiliation grandir dans ma poitrine comme une pierre qui devenait plus lourde à chaque heure. Moi, Adèle Leroy, qui avait travaillé dignement toute ma vie comme professeur de littérature au lycée Saint-Saint-Cernin, qui avait élevé ma fille avec des valeurs solides, qui avait toujours maintenu ma maison et ma réputation impeccable, je dépendais maintenant de la bonté des voisins pour avoir un toit au-dessus de la tête. Madame Dubois, Isabelle, était une femme au cœur généreux. Veuve comme moi, elle comprenait la solitude et la vulnérabilité que l'âge apportait, surtout pour les femmes qui avaient dédié leur vie aux familles. Mais même avec toute sa gentillesse, je sentais le poids d'être un fardeau. Je voyais dans ses yeux une compassion qui me coupait le cœur, la même que j'aurais pu avoir pour n'importe quel mendiant dans la rue. Adèle, ma chère, toi et Céleste pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin, dit-elle le 2e matin, me servant du café dans une tasse de porcelaine bleue qui me rappelait douloureusement celle que je collectionnais et qui était maintenant Dieu sait où. Isabelle, tu es très gentille, mais c'est temporaire. Je vais résoudre la situation, répondis-je, essayant de maintenir la dignité dans ma voix, même en sachant que je n'avais aucune idée de comment je ferais cela. Céleste s'est adaptée à la situation avec la résilience naturelle des enfants, mais je percevais de petits signes d'anxiété. Elle dormait agitée, se réveillant plusieurs fois pendant la nuit en m'appelant. Pendant la journée, elle demandait constamment des nouvelles de sa mère et de son père, et à chaque question, mon cœur se brisait un peu plus. Grand-mère, quand maman va-t-elle m'appeler ? Elle m'appelait toujours avant de dormir, dit Céleste la 2e nuit, serrant la seule poupée qui restait de notre vie antérieure. Bientôt, ma chérie. Bientôt, mentais-je, sachant que Séraphine avait disparu comme de la fumée dans le vent. Pendant la journée, nous nous promenions dans les rues de Toulouse à la recherche de quelques traces de Séraphine et Lisandé, quelques indices sur où ils auraient pu aller. J'ai visité le bureau de conseil financier où Séraphine travaillait, seulement pour découvrir qu'elle avait démissionné il y a une semaine, la veille de notre voyage à Nice. Madame Leroy, dit la secrétaire, une jeune femme aux cheveux blonds qui avait toujours été sympathique avec moi, Séraphine a dit qu'elle allait commencer une nouvelle affaire avec son mari. Quelque chose à propos d'importation ? Elle semblait très enthousiaste. A-t-elle laissé une adresse ? Un téléphone de contact ? Non, madame. Elle a dit qu'elle prendrait contact quand elle serait établie. Chaque réponse était comme une gifle au visage. Séraphine avait tout planifié méticuleusement, notre voyage, sa démission, la vente de la maison. Nous n'étions que des pièces dans un jeu cruel qu'elle avait orchestré avec une précision chirurgicale. C'est alors que j'ai décidé d'aller au notariat pour comprendre légalement ce qui s'était passé. L'étude Dubois se trouvait place du Capitole, et pendant toute la marche de 20 minutes, mon estomac se retournait de nervosité. Monsieur Bertrand, le notaire qui connaissait notre famille depuis des années, m'a reçu dans son bureau rempli d'étagères de livres juridiques et de l'odeur de papier ancien. Madame Leroy, dit-il, se levant de sa chaise de cuir marron, le visage normalement joyeux maintenant sombre comme un nuage de tempête. Je regrette beaucoup ce qui s'est passé. C'est une situation terrible. Monsieur Bertrand, j'ai besoin de comprendre. Comment ma fille a-t-elle réussi à vendre ma maison sans ma présence ? Il soupira profondément, ajustant ses lunettes de lecture sur son nez. Votre fille a présenté une procuration apparemment authentique avec votre signature autorisant la vente. Le document semblait légitime, il avait une légalisation de signature, des tampons. Notre étude traite des centaines de ces documents par mois. Mais c'était faux. Oui, nous l'avons découvert après. Quand vous n'êtes pas apparu pour signer les documents finaux et recevoir l'argent, nous avons trouvé cela étrange. Nous avons essayé de vous contacter, mais Séraphine a dit que vous étiez en voyage prolongé pour un traitement de santé.
Quand nous avons finalement réussi à vous parler hier, nous avons réalisé la fraude. Ma respiration est devenue superficielle. Et l'argent? Plus de 300 000 €, Madame Leroy. Votre maison s'est beaucoup valorisée ces dernières années. Séraphine et Lisandé ont tout reçu dans un compte bancaire qu'ils ont ouvert spécifiquement pour cela. Quand nous avons découvert la fraude, il était déjà trop tard. Le compte a été vidé le même jour, et ils ont disparu. 300 000 €. Une fortune qui représentait des décennies d'économie, de soins pour cette maison, de souvenirs construits brique par brique. Et ma propre fille avait tout volé. Comment est-ce possible, demandai-je, incrédule, sentant des larmes brûler dans mes yeux. Malheureusement, madame, de tels cas sont plus communs que nous l'imaginons. Des enfants qui profitent de la confiance des parents, qui falsifient des documents. La loi française a des punitions sévères pour cela, mais il faut d'abord les retrouver. Et moi? Puis-je récupérer ma maison? Monsieur Bertrand secoua tristement la tête. La maison a été vendue à une famille qui a agi de bonne foi. Ils ne connaissaient pas la fraude. Légalement, la vente est valide, et il serait très difficile de l'annuler. Mais nous pouvons poursuivre Séraphine et Lisandé pour fraude, falsification et appropriation indigne. Je suis sorti du notariat dévasté, avec une copie du procès-verbal dans les mains et un vide dans la poitrine qui semblait augmenter à chaque pas. Comment ma propre fille, que j'avais portée dans mon ventre pendant 9 mois, que j'avais allaitée, à qui j'avais appris à marcher et à dire « Maman », avait-elle pu me faire cela? J'ai marché sans but dans les rues anciennes de Toulouse, passant par la cathédrale Saint-Étienne où Séraphine avait fait sa première communion, par le parc où je l'avais poussée sur la balançoire quand elle était petite, par l'école où j'allais la chercher tous les jours. Chaque lieu était un coup de poignard de souvenir d'une fille que je pensais connaître, mais qui s'était révélée être une étrangère. Cet après-midi-là, de retour à l'appartement de Madame Dubois, j'ai essayé de maintenir ma contenance en organisant les quelques affaires qu'Isabelle avait réussi à sauver de la maison, quelques vêtements qui étaient sur l'étendoir, une paire de chaussures oubliées à l'entrée, une casserole qui était dans l'évier. C'était tout ce qui restait de toute une vie. Céleste jouait silencieusement par terre, construisant des châteaux imaginaires avec des blocs de bois empruntés. De temps en temps elle me regardait avec ses yeux bleus si innocents, et je me demandais comment j'expliquerais que sa mère n'était pas la personne que nous pensions qu'elle était. C'est alors que quelque chose s'est passé qui changerait nos vies pour toujours. Céleste était en train de ranger son petit cartable rose, le seul bagage que nous avions ramené de Nice, quand quelque chose est tombé de la poche latérale, une lettre jaune, pliée avec soin. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demandai-je, prenant l'enveloppe. Je l'ai trouvée dans ma chambre avant de voyager, grand-mère. Elle était cachée derrière la commode, collée avec du scotch. J'ai pensé que c'était une lettre d'amour que maman avait cachée quand elle était jeune, dit-elle avec l'innocence de celle qui voit de la romance en tout. Ma respiration a failli quand j'ai lu l'expéditeur imprimé en lettres élégantes, Maître François Moreau, cabinet d'avocat, 15 rue du Thor, Toulouse. Elle était adressée à Mademoiselle Céleste Leroy dans une calligraphie raffinée. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert soigneusement la lettre. Le papier était de qualité supérieure, avec les armoiries du cabinet d'avocat en relief en haut. Ce que j'ai lu m'a laissé complètement sans mots. Mademoiselle Céleste Leroy. Par la présente, nous vous informons que, conformément au testament de votre arrière-grand-père paternel, Monsieur Auguste Mercier, décédé le 15 octobre de cette année à Paris, vous êtes l'unique et légitime héritière de sa fortune personnelle. L'héritage comprend astérisque somme en argent, 6 millions d'euros, 6 millions d'euros. Astérisque propriété, un appartement de 200 mètres carrés dans le 7e arrondissement de Paris. Astérisque propriété, une maison de campagne à Lyon avec vignoble. Astérisque actions et investissements divers d'une valeur approximative de 2 millions d'euros supplémentaires. Astérisque bijoux et antiquités de la famille Mercier. L'héritage total est évalué à approximativement 8 millions d'euros. Conformément aux lois françaises de succession,
l'héritage sera libéré quand la bénéficiaire aura 18 ans accomplis, ou avant, dans des cas exceptionnels moyennant approbation judiciaire et nomination d'un tuteur légal responsable. Nous attendons un contact pour donner suite aux démarches légales. Il est urgent que vous vous présentiez à notre cabinet pour la signature des documents initiaux. Cordialement, Maître François Moreau, avocat spécialiste en droit successoral. Ma vision est devenue complètement floue. J'ai lu la lettre 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment dans mon esprit. 6 millions d'euros, 8 millions au total. Auguste Mercier. Auguste était le grand-père de Lisandé, un homme mystérieux que nous voyons rarement. Il apparaissait dans la famille peut-être 2 fois par an, toujours bien habillé, toujours poli, mais distant. Lisandé disait toujours que son grand-père était un commerçant prospère qui avait quelques affaires à Paris, mais nous n'avions jamais imaginé cette magnitude de richesse. « Grand-mère, pourquoi tu pleures ?» demanda Céleste, inquiète, voyant des larmes couler sur mon visage. « Ce sont des larmes de joie, ma petite. Toi, tu es une petite fille très spéciale, réussis-je à murmurer, la serrant fort. Pourquoi suis-je spéciale ? J'ai fait quelque chose de bien ? Comment expliquer à une enfant de 8 ans qu'elle venait d'hériter une fortune ? Comment dire que l'arrière-grand-père qu'elle connaissait à peine l'avait choisi pour recevoir des millions d'euros ? Madame Dubois est entrée dans la pièce à ce moment-là, apportant du thé à la camomille. Elle a vu mon état émotionnel et s'est immédiatement inquiétée. « Adèle, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es pâle comme un fantôme. » Je lui ai montré la lettre avec des mains encore tremblantes. Elle a lu en silence, ses yeux s'écarquillant progressivement. « Mon Dieu ! Adèle, c'est incroyable. Je sais. Je n'arrive pas à y croire. Tu comprends ce que cela signifie ? Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer les yeux une seconde. L'ironie de la situation était si écrasante qu'elle en arrivait à être presque comique, si elle n'était pas si tragique. Séraphine et Lisandé nous avaient abandonnés pour 300 000 euros, sans imaginer qu'ils laissaient derrière eux un héritage de millions. Auguste, pourquoi ne nous avait-il jamais rien dit ? Pourquoi avait-il gardé cette richesse secrète ? Et pourquoi avait-il choisi Céleste ? Le lendemain, dès que le cabinet a ouvert, j'ai appelé Maître Moreau. Sa secrétaire, une dame à la voix gentille, m'a répondu immédiatement. « Madame Leroy. Quel soulagement de vous entendre. Nous essayons de localiser la famille depuis des semaines. Le testament de Monsieur Auguste a été enregistré il y a 3 jours, et nous devions urgemment parler à l'héritière. Pouvons-nous venir aujourd'hui ? Bien sûr. Maître Moreau sera disponible à 2h de l'après-midi. Le cabinet de Maître François Moreau se trouvait dans un immeuble historique rue du Thor, près de l'université du Capitole. L'ascenseur ancien nous a menés jusqu'au 3e étage, où une plaque dorée annonçait « Cabinet Moreau et Associés ». Maître Moreau, un homme élégant d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants peignés vers l'arrière et lunettes à monture dorée, nous a reçus dans son bureau luxueux. Les murs étaient couverts d'étagères remplies de livres juridiques reliés en cuir, et une grande fenêtre offrait une vue sur les toits rouges du centre historique de Toulouse. « Madame Leroy, dit-il, se levant pour nous saluer, et voici la petite Céleste. »« Ma petite, sais-tu que tu es une petite fille très importante ?» Céleste s'est cachée derrière ma jupe, intimidée par l'environnement formel. « Monsieur Moreau, je n'arrive toujours pas à croire ce qui se passe, dis-je, m'asseyant dans la chaise de cuir qu'il offrait. Je comprends parfaitement. Laissez-moi vous expliquer toute la situation. Auguste Mercier était un homme très prospère, mais aussi très réservé. Il a commencé comme simple commerçant de vin dans les années 1960, mais il avait un talent exceptionnel pour les investissements. Au fil des années, il a construit un empire discret, propriétés, actions, investissements internationaux. Mais pourquoi n'a-t-il jamais rien dit à la famille ? Auguste était, comment puis-je dire, méfiant envers les gens. Il m'a confié plusieurs fois qu'il observait la famille attentivement, spécialement Lisandé. Il disait que son petit-fils ne s'approchait que quand il avait besoin d'argent, qu'il posait des questions sur les héritages,
qu'il semblait intéressé seulement par les biens matériels. Mon cœur s'est réchauffé en pensant au vieux Auguste. Il avait perçu la vraie nature de Lisandé bien avant n'importe qui d'entre nous. C'est pour cela qu'il a choisi Céleste? Exactement. Auguste m'a dit textuellement, mon petit-fils est avide et irresponsable, et ma petite-fille par alliance aussi. Mais la petite-fille est pure, et son arrière-grand-mère Adèle est une femme de caractère. Je veux que Céleste ait tout, mais sous la protection d'Adèle. Les larmes ont coulé sur mon visage à nouveau. Auguste, qui semblait toujours distant, en fait nous observait et nous protégeait depuis le début. Et il y a plus, continua Maître Moreau, ouvrant un dossier élégant. Dans des cas de nécessité prouvée de l'enfant, je peux demander au juge la libération anticipée d'une partie de l'héritage. Considérant votre situation actuelle, qu'Auguste n'approuverait certainement pas. Vous voulez dire que vous pouvez avoir accès aux ressources nécessaires pour recommencer immédiatement. Céleste ne manquera jamais de rien, et vous serez reconnue légalement comme sa tutrice et administratrice de l'héritage jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Mais, comment Auguste savait-il notre situation? Il est mort il y a un mois. Maître Moreau sourit tristement. Auguste était un homme très intuitif. Dans les dernières conversations que nous avons eues, il a exprimé des inquiétudes sur ce qui pourrait vous arriver à toutes les deux. Il disait qu'il craignait que Lisandé et Séraphine fassent quelque chose d'irresponsable. Le testament inclut une clause spécifique pour des cas d'abandon ou trahison familiale, point. Il avait prévu cela? Pas exactement, mais il craignait quelque chose comme ça. Auguste m'a dit, si quelque chose arrive à Adèle et Céleste, si mon petit-fils et sa femme leur font du mal d'une façon ou d'une autre, je veux qu'elle ait toutes les ressources nécessaires pour se défendre et prospérer. Je suis sorti du cabinet 2 heures plus tard avec une quantité impressionnante de documents, une nouvelle perspective sur la vie, et un mélange de soulagement et de tristesse qui était difficile à traiter. Soulagement de savoir que Céleste et moi serions protégés, tristesse de comprendre que ma fille m'avait trahi pour une somme ridicule comparée à ce qu'elle abandonnait, et gratitude profonde pour Auguste, qui nous avait aimés silencieusement. Cet après-midi-là, pendant que Céleste jouait dans le petit jardin de Madame Dubois, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais pensé faire de ma vie, j'ai engagé un détective privé pour retrouver Séraphine et Lisandé. Ce n'est pas par vengeance, dis-je à l'enquêteur, Monsieur Blanchard, un homme sérieux de 45 ans aux cheveux sombres et aux yeux pénétrants. C'est pour la justice. Ils ont commis fraude, falsification et abandon. Ils doivent répondre de leurs actes. Je comprends parfaitement, Madame le Roi. Et entre nous, des gens comme ça n'arrivent généralement pas à fuir pour toujours. La cupidité est un aimant à problème, et 300 000 € ne durent pas aussi longtemps qu'ils l'imaginent, spécialement pour ceux qui ont des goûts chers. Comment ça? Les gens qui volent la famille savent rarement administrer l'argent. Ils ont probablement dépensé une fortune en essayant de s'établir ailleurs, peut-être ont-ils tenté des investissements risqués. L'argent mal acquis tend à disparaître rapidement. Il était plus dans le vrai que n'importe qui d'entre nous n'aurait pu l'imaginer. Cette nuit-là, allongé dans le lit emprunté, avec Céleste dormant paisiblement à côté de moi, j'ai réfléchi sur les événements surréels des derniers jours. En moins d'une semaine, j'avais perdu ma maison, découvert la trahison de ma fille, et j'étais devenue tutrice d'un des plus grands héritages de France. Mais plus important que l'argent était le message qu'Auguste avait laissé, que l'amour genuin et le caractère étaient plus précieux que n'importe quelle fortune, et que Céleste et moi méritions protection contre ceux qui nous feraient du mal. L'héritage d'Auguste n'était pas seulement de l'argent, c'était la validation que nous étions dignes d'amour et de respect, quelque chose que ma propre fille avait nié quand elle avait choisi de nous trahir. Et au fond de mon cœur, je savais que cette histoire était loin d'être terminée. 2 mois se sont écoulés. Avec la libération partielle de l'héritage de Céleste, nous avons réussi à obtenir un appartement confortable dans le quartier Saint-Cyprien, à Toulouse. C'était un nouveau départ modeste, mais digne. Céleste s'est bien adaptée à la nouvelle école, et je pouvais enfin respirer sans le poids de l'incertitude financière. Le détective Blanchard m'appelait chaque semaine avec des mises à jour. Séraphine et Lisandé avaient été retracées jusqu'à Barcelone,
puis au Maroc, et finalement, rien. Il semblait avoir complètement disparu. Des gens comme ça font toujours la même erreur, disait Blanchard. Ils pensent qu'ils peuvent vivre pour toujours avec de l'argent volé. Mais 300 000 € ne durent pas aussi longtemps qu'ils l'imaginent, spécialement pour ceux qui ont des goûts chers. Il avait raison. Par un après-midi pluvieux de mars, je me promenais avec Céleste sur la place du Capitole quand j'ai entendu une voix familière m'appeler. « Maman !» Je me suis retournée lentement. Là se trouvait Séraphine, beaucoup plus maigre, avec des vêtements simples et un regard désespéré. À côté d'elle, Lisandé ressemblait à une ombre de l'homme arrogant que j'avais connu. « Maman, Dieu merci je vous ai trouvé. » Séraphine a couru dans notre direction, mais instinctivement j'ai protégé Céleste derrière moi. « Maman !» a crié Céleste, confuse entre la joie de voir sa mère et le souvenir de l'abandon. « N'approchez pas, dis-je froidement. Vous avez perdu le droit de nous appeler famille. Maman, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. C'était tout un malentendu terrible. » Malentendu ? Ma voix a tremblé d'indignation. Vous avez falsifié ma signature, vendu ma maison et nous avez abandonnés. Quel type de malentendu est-ce ? Lisandé a finalement parlé, sa voix rauque et désespérée. Adèle, nous avons tout perdu. Nous avons investi l'argent de la maison dans une affaire qui promettait de tripler la valeur. Nous avons été trompés. Nous avons tout perdu en 3 semaines. Et vous pensez que cela justifie ce que vous avez fait ? Nous voulions revenir avec le triple de l'argent, acheter une maison plus grande pour nous tous. Mais ça a mal tourné, et quand nous avons essayé de revenir, nous n'avions même pas d'argent pour les billets. Séraphine a commencé à pleurer de façon incontrôlable. « Maman, pardonne-moi. Je sais que j'ai fait quelque chose d'impardonnable, mais je suis ta fille. Nous dormons dans les rues depuis des semaines. Nous n'avons nulle part où aller. » Pour un moment, mon cœur de mère a presque cédé. Mais alors je me suis souvenu des nuits où Céleste demandait pourquoi maman n'appelait pas, des larmes que j'avais versées en pensant que j'avais échoué comme mère. Vous avez fait un choix, dis-je avec fermeté. Vous avez choisi l'argent au lieu de la famille. Maintenant vivez avec les conséquences. S'il vous plaît, implora Lisandé, au moins laissez-nous voir Céleste. C'est notre fille. Fille ? Ma voix a résonné sur la place. Vous avez abandonné une enfant de 8 ans. Quel type de parents font cela ? Céleste s'est cachée encore plus derrière moi. Même en étant enfant, elle comprenait que quelque chose n'allait vraiment pas. C'est alors que j'ai décidé de faire quelque chose qui changerait tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le détective Blanchard. « Monsieur Blanchard ? » Ils sont apparus. Place du Capitole. « Amenez la police. »« Non » a crié Séraphine. « Maman, tu ne peux pas faire ça. »« Je peux et je vais le faire. » Vous avez commis des crimes. Fraude, falsification de documents, abandon d'incapables. Il est temps de répondre de vos actes. Lisandé a essayé de s'approcher de façon menaçante, mais sa condition physique déplorable l'a trahi. Vieille folle. Tu vas détruire notre famille. La famille a été détruite au moment où vous nous avez trahis, répondis-je, protégeant Céleste. En 15 minutes, la police est arrivée. Séraphine et Lisandé ont été arrêtés en flagrant délit pour fraude prouvée. Avant d'être emmenée, ma fille m'a regardé dans les yeux pour la dernière fois. « Maman, je t'aime. Pardonne-moi. » Aimer, répondis-je avec des larmes dans les yeux, c'est protéger ceux que tu aimes. Pas leur faire du mal. Céleste a serré ma main quand ils ont été emmenés. « Grand-mère, ils vont revenir ? » Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais que tu ne passeras plus jamais par cela. Je te le promets. Cette nuit-là, pendant que Céleste dormait, j'ai réfléchi sur tout. L'héritage nous avait sauvés, mais la vraie richesse était de comprendre que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour, de protection et de loyauté. Et nous deux, nous avions cela l'une dans l'autre. Le procès de Séraphine et Lisandé a eu lieu 6 mois plus tard.
Ils ont été condamnés à 2 ans de prison pour fraude et abandon. Pendant le processus, nous avons découvert que nous n'étions pas les seules victimes, ils avaient appliqué des escroqueries similaires à d'autres personnes âgées. Assise dans le tribunal, voyant ma fille être condamnée, j'ai ressenti une douleur indescriptible. Ce n'était pas de la satisfaction, c'était la douleur profonde d'une mère qui avait vu son enfant devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Après le jugement, Séraphine m'a cherché à la sortie du tribunal. « Maman », murmura-t-elle à travers les barreaux de l'escorte policière, « je mérite ta colère. Mais un jour, j'espère que tu pourras me pardonner. » J'ai regardé dans les yeux de la femme que j'avais élevée, que j'avais aimée inconditionnellement, qui s'était perdue dans la cupidité. « Séraphine, le pardon viendra avec le temps. Mais la confiance, celle-là tu l'as détruite pour toujours. » « Et Céleste ?» demanda-t-elle, désespérée. Céleste grandira en sachant qu'elle est aimée. En sachant qu'elle ne sera jamais abandonnée. Et principalement, en sachant la différence entre l'amour véritable et l'intérêt. 2 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, Céleste a 10 ans et c'est une petite fille brillante et heureuse. Nous avons acheté une belle maison à Toulouse, près d'un parc où elle joue tous les jours. Elle prend des cours de piano, de ballet, et rien ne lui manque jamais, mais principalement, l'amour et la sécurité ne lui manquent jamais. L'héritage d'Auguste a été administré avec sagesse. Une partie nous l'avons investi dans l'éducation de Céleste, une partie dans une fondation qui aide les personnes âgées victimes d'abus familial, et une partie nous l'avons gardée pour quand elle aura 18 ans. Séraphine et Lisandé ont été libérés le mois dernier. Ils m'ont cherché à nouveau, maintenant plus humble, demandant une chance de reconstruire la relation avec Céleste. « Grand-mère » demanda Céleste la nuit où elle a su que ses parents étaient sortis de prison, « tu penses qu'ils ont changé ?» Je me suis assise à côté de ma petite fille, cette petite fille qui était devenue ma raison de vivre, et j'ai dit, « Ma chérie, les gens peuvent changer, mais nous apprenons à nous protéger. Tu auras toujours une maison avec moi, tu auras toujours un amour inconditionnel, et tu ne passeras plus jamais par l'abandon. » « Mais je peux les voir ?» demanda-t-elle, avec l'innocence naturelle d'un enfant. « Quand tu seras prête, quand tu sentiras que c'est sûr, et toujours avec ma protection. Parce que c'est la différence entre l'amour qu'ils ont offert et l'amour que j'offre, le mien n'a pas de conditions, n'a pas d'intérêt, n'a pas de limite. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je comprends que Dieu ou le destin nous a donné une seconde chance à travers l'héritage d'Auguste. Mais le vrai héritage n'a pas été les millions d'euros, ça a été la leçon que l'amour d'une grand-mère est inconditionnel, incassable et éternel. Séraphine et Lisandé nous ont cherchés par cupidité et nous ont abandonnés par cupidité. Mais ils ont découvert qu'en nous abandonnant, ils perdaient la plus grande richesse de leur vie, une famille qui les aimait vraiment. La dernière lettre qu'Auguste a laissée, que nous avons seulement découverte récemment, disait, pour Céleste, mon arrière-petite-fille chérie, que cet héritage t'enseigne que la vraie valeur n'est pas dans l'argent, mais dans les personnes qui restent à tes côtés quand tu n'as rien. Ton arrière-grand-mère Adèle est ta vraie richesse. Et il avait raison. Céleste et moi nous sommes riches, pas par les millions à la banque, mais par l'amour que nous avons construit ensemble sur les décombres de la trahison. Mon message pour tous ceux qui écoutent cette histoire est simple, honorez vos parents tant qu'ils sont vivants. Aimez-les non pas pour ce qu'ils peuvent vous donner, mais pour qui ils sont. Parce que l'amour d'un père ou d'une mère est un trésor qui, une fois perdu par la cupidité ou l'ingratitude, peut ne jamais plus être récupéré. Et pour les enfants qui ont un jour trahi la confiance de leurs parents, souvenez-vous que le pardon est possible, mais la confiance détruite par la cupidité est un prix trop élevé à payer pour n'importe quelle somme d'argent. Aujourd'hui, Céleste et moi vivons en paix, entourés d'amour véritable. Et c'est le plus grand héritage que nous puissions laisser au monde, la preuve que l'amour inconditionnel vaincra toujours la cupidité. Cette histoire me donne encore des frissons quand je me souviens de chaque détail. Combien de fois me suis-je réveillée en pensant à ce que j'aurais pu faire différemment, à ce que j'aurais pu voir avant. Mais j'ai découvert que la vie a des façons mystérieuses de nous protéger, même quand nous pensons être perdus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être reconnu quelque chose de familier dans cette histoire. Peut-être avez-vous aussi vécu des trahisons familiales,
Des moments où vous vous êtes demandé si vous connaissiez vraiment les personnes que vous avez élevées. Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. Dans les commentaires ci-dessous, racontez-moi, vous êtes-vous déjà senti trahi par ceux que vous aimiez le plus? Comment avez-vous trouvé la force de recommencer? Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui traversent ce que j'ai vécu. Et si cette histoire a touché votre cœur d'une façon ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir sur la famille, le pardon ou les nouveaux départs, appuyez sur le bouton d'abonnement. Ici, nous partageons des histoires vraies de vraies personnes, parce que nous méritons toutes d'être entendues et comprises. À la prochaine rencontre. Et souvenez-vous, vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez.